Bien, donc l'exposé suivant va être donné donc par David Guiraud, qui est directeur de recherche INRIA, diplômé de l'École centrale de Paris. Il est professeur agrégé de physique appliquée et jusqu'en 2001 à l'IUT de Montpellier. Il fonde ensuite l'équipe DEMAR au LIRM à Montpellier avec l'INRIA Sophia Antipolis Méditerranée. Depuis plus de 15 ans, David Guiraud travaille sur des modèles des systèmes sensorimoteurs déficients et l'étude des solutions technologiques palliatives basées sur les neuroprothèses et notamment implémentables. Il reçoit la médaille de bronze du CNRS en 2005 et le Grand Prix de l'Académie des sciences en 2010 pour ses travaux pluridisciplinaires reconnus dans le domaine de l'ingénierie biomédicale. Merci Jean-Paul. Merci Philippe aussi pour l'introduction. Au fur et à mesure que je voyais les exposés avancer, ça m'inquiétait un peu parce que je voyais de plus en plus de questions auxquelles j'étais censé répondre et auxquelles je ne vais pas répondre. Donc ça veut dire qu'il va falloir laisser un peu de temps, vous laisser un peu de temps pour répondre à ces questions. J'aimerais commencer en remerciant bien sûr Jean-Paul d'avoir pensé à m'inviter, d'autant que robotique et santé, a priori, vous allez voir, c'est pas forcément évident le lien avec ce que je vais vous présenter. J'aimerais commencer en préambule, j'aurais aimé, j'allais finir par ça, mais je vais commencer par ça finalement. Tout ce que je vais présenter est basé sur quelque chose qui me semble très important et qui doit rester en filigrane tout au long de cet exposé, c'est le respect du patient. Les systèmes implantés touchent au cœur, évidemment, la personne qui voit en elle avoir un système exogène venir modifier, perturber le fonctionnement naturel de son corps. Et ça pose des questions, bien au-delà de la technique, des questions éthiques, des questions, on parlait de rendu de service médical. Là, je pense que ça dépasse, ça inclut le service rendu médical, mais ça dépasse largement le service rendu. Ça parle aussi de qualité de vie. Et je voulais commencer par ça parce que, après, je vais vite parler de technologie et d'autres points, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Ce qui va avec ça aussi, c'est que quand on fait ce genre de recherche, il faut aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, et faire attention à ce que l'on présente, ce que l'on annonce. Ce sont des sujets difficiles où on a beaucoup à apprendre et où beaucoup de choses, j'en citerai quelques-unes, ont été découvertes plus par hasard que par une recherche systématique d'une solution vers laquelle on pensait aller. Alors, vraiment, en très très bref, le système sensorimoteur en 3 diapos, juste pour pouvoir simplement parler des neuroprothèses correctement. Donc je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, rassurez-vous, mais c'est juste pour situer les mots, en fait, les définitions des mots. Alors la base de tout ce qui va nous intéresser là, c'est le système nerveux dans sa totalité, dans sa complexité, dans sa diversité, avec ici une séparation classique, on va dire, académique, du système nerveux en sa partie centrale et en sa partie périphérique, avec tous les organes que vous voyez ici, qui sont les principaux éléments qui sont mentionnés. Ce sont les principaux, ils ne sont pas tous mentionnés, mais ce sont les principales structures anatomiques que l'on peut identifier dans le système nerveux. Et puis avec quand même une petite remarque sur la moelle épinière qui est souvent mes étudiants ont l'habitude d'oublier que c'est partie du système nerveux central, et puis qui est finalement pas si bien connue que ça, et qui finalement, plus on l'étudie, plus on se rend compte qu'elle fait beaucoup de choses et qu'elle a un intérêt majeur et probablement elle a encore beaucoup à nous apprendre et interagit beaucoup avec les neuroprothèses. Le système périphérique, avec une distinction au-delà des mots, qui va être importante plus tard dans justement le ressenti du patient entre somatique et autonome, à savoir qu'il y a une partie qui est sous contrôle plus ou moins volontaire, conscient si vous voulez, et une partie qui est sous contrôle, qui n'est pas sous contrôle volontaire, qui est autonome.
Et là, vous allez voir que ça a des implications. Ce matin, le premier exposé nous a parlé de quelque chose qui était très important, et du coup, j'ai même rajouté une diapo à la fin, dont je vous laisse la surprise, et qui touchera cette question de volontaire et inconscient, conscient, volontaire, involontaire. Si je fais un petit focus sur la moelle épinière, juste pour donner encore quelques mots de présentation avant d'attaquer les neuroprothèses en tant que telles. Bon, la moelle épinière est finalement assez compliquée, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Elle est structurée de la manière suivante, pour faire simple, avec donc une partie postérieure, une partie antérieure. La partie postérieure qui est ici, donc vous avez les sorties à chaque niveau, vous avez des sorties nerveuses, ou plutôt des entrées, puisque sur la partie postérieure, ce sont les entrées sensorielles qui rentrent, et sur la partie antérieure, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, vous avez les sorties motrices, dites efférentes, et qui après se rejoignent à la sortie pour former des nerfs qui, pour la quasi-totalité, sont mixtes, c'est-à-dire contiennent des fibres qui sont à la fois efférentes, donc qui vont donner des ordres moteurs, pour faire simple, et puis des fibres afférentes, donc qui vont remonter vers le système nerveux central des informations sensorielles de toutes sortes. Et puis, pour aller un petit peu plus vers ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le muscle est connecté à tout ça, in fine, via les voies efférentes, avec le dernier relais, qui est le motoneurone, qui est dans la moelle épinière. C'est vraiment le dernier relais, le dernier neurone, corps neuronal qui existe, qui est donc dans la moelle épinière. Et puis son axone, qui peut donc être très très long, va jusqu'au muscle. Et cet axone commande un ensemble de fibres musculaires dans un muscle donné. Et cet ensemble, neurones plus fibres musculaires qui l'innervent, s'appelle une unité motrice. Et si vous voulez, c'est le quantum de force, c'est-à-dire la quantité de force en dessous de laquelle on ne peut pas descendre et qui fonctionne en tout ou rien. Le neurone est activé, il va déclencher l'activation de ce petit paquet de fibres. Il n'est pas activé, il ne va rien se passer. Vous savez qu'on a 3 types de muscles essentiellement, on les classe aussi typiquement en trois catégories. Les muscles squelettiques qui sont responsables du mouvement, pour l'essentiel, mais aussi quelques sphincters sont aussi, alors ils ne sont pas squelettiques, mais ils sont dans la catégorie striée, et sous contrôle volontaire. Par exemple, quand vous voulez vous retenir, le sphincter externe dont parlait Philippe Cinquin tout à l'heure est un muscle que vous pouvez contracter de manière volontaire, le muscle cardiaque, et puis les muscles lisses. Alors là, il y en a une très grande diversité, il faudrait rien que pour ça tout un cours là-dessus. Bon, alors en vraiment très caricatural et très résumé, voilà ce qui se passe, en gros. Vous avez le système qui finalement soit le trajet bleu, vous imaginez ou vous concevez un ordre moteur, et puis il va partir du cortex, va passer par la moelle épinière, puis il va aller vers les muscles, et puis il va provoquer du mouvement. Évidemment, tout ça se fait en boucle fermée, vous avez le retour visuel, vous avez la proprioception, etc. Mais bon, on va dire que c'est l'action volontaire. Mais vous avez aussi, comme je l'ai dit, la moelle épinière qui parfois traite l'information directement sans que ça remonte jusque là-haut. Par exemple, les réflexes. Donc si vous avez, quand vous allez chez le médecin et qu'on vous tape le tendon, vous avez un réflexe. Et ce réflexe est géré directement au niveau de la moelle épinière, même s'il peut être modulé par des voies supraspinales. Il est quand même géré en local au niveau de la moelle épinière à partir d'une information capteur. Ici, par exemple, c'est les fuseaux neuromusculaires qui sont capables de mesurer la longueur, l'étirement plutôt, et la vitesse d'étirement d'un muscle. Donc tout ça, ça vous donne des ordres de grandeur de réaction. C'est vraiment des ordres de grandeur, ça varie beaucoup selon les muscles cibles, selon le type de muscle, le type de capteur, etc. Mais ça vous donne des ordres de grandeur. On va dire qu'on travaille au dixième de seconde, 2 dixièmes, 2, 3 dixièmes de seconde, ici. Alors finalement, quand je fais un truc de ce type-là, un schéma, on a l'impression d'avoir affaire à un robot. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que finalement le système sensorimoteur est proche, ou est-ce qu'on peut le voir sous la forme d'un robot, avec une partie sensorielle, une partie activation, et puis une partie contrôle qui est assurée par le système nerveux dans son ensemble. Donc la question est ouverte. Est-ce que finalement ce système ne pourrait pas être étudié sous l'angle de la robotique? Alors beaucoup l'ont fait, ont commencé à le faire, et ça a un intérêt parce qu'il y a des outils théoriques de la robotique qui peuvent permettre de comprendre un certain nombre de comportements très macro sur le système sensorimoteur. Et à l'inverse, ce qui est connu du système sensorimoteur peut apporter des idées, Jean-Paul en a parlé sur la robotique humanoïde,
pour contrôler de manière un peu différente et un peu innovante les robots. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand le système sensorimoteur devient déficient, quand il y a un problème. Alors vous avez ici quelques exemples de cas où il peut y avoir un problème. Par exemple, une blessure médulaire, on en a entendu parler ce matin, où donc quelque part, au niveau de la moelle épinière, il y a une cassure et il n'y a plus de communication, plus ou peu de communication entre le supraspinal et en dessous. Vous avez les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent mener aussi à à différents degrés de paralysie. La maladie de Parkinson, très connue, les dystonies, la sclérose en plaques, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça peut se passer soit au niveau du système sensorimoteur, enfin nerveux, j'y arriverai, soit au niveau des muscles, soit les deux. Bon, prenons un exemple, je ne peux pas tout décrire, le cas du blessé médulaire qui est un peu un cas d'école parce qu'il y a une séparation nette dans le cas des blessures médulaires complètes. Donc là, bon, un accident, un trauma, section complète de la moelle épinière, plus de communication entre le haut et le bas. Tout ce qui est sous-lésionnel devient de fait non contrôlé par le supraspinal. Alors je ne dis pas tout de suite paralysé, je dis non contrôlé, parce que je vous rappelle que dans la moelle épinière, il y a encore des mécanismes actifs. Et donc effectivement, les muscles sous-lésionnels, mais aussi les fonctions du système autonome, sont encore potentiellement fonctionnelles, simplement elles ne sont plus contrôlées par le système supraspinal. Donc vous pouvez avoir par exemple la vessie qui continue de fonctionner, mais de manière plus ou moins ordonnée ou plus ou moins désordonnée, ça dépend comment on voit la chose. Les muscles sont plus activés de manière volontaire, mais on peut évoquer des réflexes. Donc ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et donc ça dépend un petit peu de la façon dont la moelle épinière est coupée. Est-ce qu'elle est complètement coupée? Est-ce qu'elle est largement coupée sur une grande longueur? À quel niveau elle est coupée? Évidemment, là où, selon son niveau, vous allez avoir plus ou moins d'organes qui sont paralysés. Et on se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire que le système de contrôle, je l'ai mis en pointillé, il n'est pas complètement inexistant, mais il est largement diminué puisque le système supraspinal n'intervient plus. Il ne reste plus que les réseaux spinaux qui sont encore actifs, mais plus du tout contrôlés par le système supraspinal. Et par exemple, les réflexes peuvent être exacerbés, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus forts que ce qu'ils devraient être dans un cas normal, ou à l'inverse, complètement inhibés, tout simplement parce qu'il n'y a plus cette régulation supraspinale. Alors ici, évidemment, ce lien-là, là aussi c'est encore des caricatures, c'est des schémas, hein, mais ce lien-là n'existe plus, il n'y a plus, dans le cas des blessés médulaires complets, ce lien-là n'existe plus de contrôle volontaire, et puis ce lien-là, on l'oublie aussi, mais le retour sensoriel vers l'encéphale n'existe plus non plus, il n'y a plus de sensation. Quelle solution? Alors on est dans un colloque de robotique, donc une des solutions, c'est de remplacer tout le système sensorimoteur interne qui ne fonctionne plus par un système complètement externe, un exosquelette. Ici vous avez un bel exosquelette qui est le Cyberdine AL5, qui est fonctionnel, qui est opérationnel, qui est un système japonais, qui est corps entier, et qui, d'une certaine manière, détourne la question en disant on va remplacer les actuateurs par des moteurs, les muscles par des moteurs, les senseurs par des capteurs dont on a l'habitude de gérer en robotique, et puis voilà, le tour est joué, on remplace la fonction sensorimotrice dans son ensemble. Ça pose un certain nombre de problèmes, et ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Une autre façon de faire, c'est de dire, mais cette partie-là fonctionne, donc pourquoi on n'essaierait pas de l'activer? Alors on peut l'activer, et une des façons de l'activer, c'est la stimulation électrique fonctionnelle. Alors le principe, il est très simple. À la base, il est très simple, il est connu depuis assez longtemps, un peu comme pour le pacemaker finalement. Si vous voulez, un axone ou une fibre musculaire, mais c'est plutôt l'axone là en l'occurrence qui nous intéresse, donc la fibre nerveuse qui va aller innerver le muscle moteur, on peut le dépolariser en injectant un courant sous la forme d'une impulsion électrique. On peut forcer cette dépolarisation et du coup, un potentiel d'action va naître et ce potentiel d'action va se propager, va aller jusqu'au muscle et le muscle va l'interpréter comme un potentiel d'action moteur et va se contracter, tout simplement. Ça donne ça. Vous avez une impulsion électrique. Ici, je dépolarise, je vois la dépolarisation ici, non pas de l'axone, mais du muscle, de la cellule musculaire, la surface de la cellule musculaire, mais c'est très proche. Autrement dit, je regarde le signal après la jonction neuromusculaire. Et puis ici, la réponse mécanique.
Ça, je le fais complètement artificiellement sur un muscle qui est déconnecté du cerveau. Alors évidemment, une impulsion ne peut pas faire grand-chose. Donc si on les fait se succéder, on obtient une contraction qui a cette allure-là. Et puis au fur et à mesure que j'augmente le nombre de contractions, la force générée, si j'augmente un petit peu la fréquence, c'est-à-dire je ne laisse pas en gros le temps au muscle de se relaxer, va devenir continue, j'obtiens le tétanos du muscle, et du coup je peux obtenir une contraction continue utilisable pour faire du fonctionnel. Comment je module la force? Je vous ai dit qu'une unité motrice était en tout ou rien, donc je vais jouer sur le nombre d'unités motrices que j'active. Et pour ça, plus l'intensité est élevée, ou plus la largeur d'impulsion de l'impulsion est élevée, plus je vais aller recruter en profondeur des fibres et des axones. Je vais dépolariser des fibres et des axones qui, eux, vont aller activer des unités motrices. Et voilà, le tour est joué. Je suis capable d'activer un muscle, et non seulement de l'activer, mais de moduler la force qu'il est capable de produire. Où se placent les électrodes? Elles peuvent se placer en surface. Ici, vous les avez en surface du muscle, au droit de ce qu'on appelle la plaque motrice, c'est-à-dire là où les terminaisons nerveuses arrivent sur les fibres musculaires, parce que c'est plus facile de dépolariser à cet endroit, avec un stimulateur externe. Je peux aussi le faire en implanté, et tout doucement, vous voyez, j'arrive à l'implanter, où ici, on a un implant qui, lui, va délivrer les stimulations, soit sur la plaque motrice, mais cette fois-ci côté implanté, on divise par 10 le courant nécessaire, en gros, soit carrément sur le nerf moteur, ici, c'est-à-dire qu'on va aller plus en amont, on met une électrode dite gouttière, cuff en anglais, autour du nerf moteur, ici, et on va dépolariser les axones directement pour obtenir le résultat escompté. Alors voilà les applications. Philippe a déjà montré cette diapo. Alors, histoire de ne pas faire pareil que lui, j'ai rajouté une photo. J'ai rajouté celle-là. Alors, en fait, ici, vous avez plein d'applications qui sont basées strictement sur ce principe, à des degrés divers, et où les organes cibles ne sont pas toujours des muscles, hein, bien sûr. Il y a une exception, c'est celle-là. J'y reviendrai un tout petit peu. Mais ici, peut-être la DBS aussi. Ici, vous allez dépolariser des axones qui sont liés au nerf auditif et provoquer une sensation auditive. Ici, Neurocontrol, c'est le seul système commercial qui a vu le jour pour la restauration de mouvements de la main chez le tétraplégique haut, qui permettait la fermeture de la main sous cette forme-là et sous cette forme-là. Ici, donc, c'est comme je l'ai expliqué, une dépolarisation classique. Le pacemaker, le foot drop qui permet de stimuler le muscle qui est ici, le releveur de pied, pour le syndrome du pied tombant chez les hémiplégiques, et qui permet, lorsque vous levez le pied, de provoquer la flexion, la dorsiflexion de la cheville, et du coup de passer le pas confortablement. Ici, le contrôle de la vessie, attention, ici, lorsqu'on contrôle la vessie, si on contrôle le détruseur, c'est un muscle lisse, c'est un tout petit peu différent quant à la façon de stimuler, et on peut aussi contrôler le sphincter strié. Là, on se retrouve dans les mêmes conditions qu'une stimulation classique. Ici, c'est intéressant de le citer, c'est une application, toutes ces applications sont commerciales, hein, existent et sont vendues, hein, sont certifiées médicales et disponibles, peuvent être prescrites. Ici, celle-ci, c'est l'inverse, on ne va pas dépolariser, mais hyperpolariser les membranes, et l'idée ici, c'est de bloquer les potentiels d'action, notamment sensoriels, nociceptifs, qui génèrent une douleur. Donc vous voyez qu'on peut utiliser la stimulation dans l'autre sens, et on n'appelle pas d'ailleurs ça, c'est plus de la stimulation, mais c'est de l'inhibition, antalgique ici en l'occurrence. Une autre façon on peut aller plus loin. On peut aussi utiliser la partie sensorielle, qui est elle aussi active. Alors, évidemment, si on l'utilise, le but du jeu, c'est de boucler. Et on recrée un système robotique, mais cette fois-ci avec les capteurs naturels et les activateurs naturels. Alors je vous montre ici deux exemples, je vais aller beaucoup plus vite. On peut utiliser ce signal-là, qui est le signal dit EMG. C'est le signal que génèrent vos muscles, qui est un signal électrique, qui est en fait la somme des potentiels d'action qui circulent sur les fibres musculaires lorsque le muscle se contracte. Et c'est un très très bon indicateur de la force que génère le muscle. Donc on peut s'en servir pour faire du contrôle en boucle fermée de la force générée par un muscle donné sous stimulation électrique fonctionnelle. Ça suppose qu'on sait implanter, sinon ça n'a pas trop d'intérêt d'implanter que la moitié du système, des systèmes de mesure EMG. On peut faire plus fin, on peut aller sur les nerfs sensoriels et aller mesurer des informations là au niveau d'un nerf. Alors ici c'est un électroneurogramme sur le triceps surae, qui est un nerf de la jambe, qui permet, quand on va aller détecter les potentiels d'action sensoriels, de les identifier, de quantifier, et lorsqu'on a quantifié
le nombre de spikes qui arrivent ici et qu'on a identifié quelles sont les fibres qui sont en train de décharger, en l'occurrence ici c'était des fuseaux neuromusculaires, on est capable de reconstruire la tension du muscle et du coup la position articulaire auquel le muscle est attaché sans capteur artificiel, uniquement avec la proprioception. Le problème, c'est qu'il faut, si on veut faire de la boucle fermée, ce système, c'est beaucoup plus compliqué que de piloter des moteurs à courant continu avec une structure rigide, etc. Donc il faut passer par la modélisation et par la compréhension fine des objets que l'on est en train de commander. Alors le muscle, par exemple, je donne l'exemple que du muscle, je ne parlerai pas des senseurs, des capteurs aujourd'hui, mais rien que de voir cette image, vous comprenez que le muscle, c'est un activateur qui est très complexe, qui demande d'être étudié très en détail. Je ne vais pas rentrer dans l'anatomie du muscle, je vous montre juste ça, c'est tout aussi parlant. C'est une petite animation qui montre comment le muscle se contracte finalement. Vous avez ici deux protéines qui glissent l'une contre l'autre. Ici, enfin, c'est un agencement de protéines, des brins ici d'actine et ici des brins de myosine. Et la myosine ici a une tête ici, et puis vous voyez la tête de myosine qui, lorsque le potentiel d'action arrive sur la fibre musculaire, il va y avoir libération de calcium. Le calcium va permettre de libérer les sites d'attachement des têtes, et puis les têtes vont grimper sur l'actine comme si elles grimpaient sur une échelle, et c'est comme ça que votre muscle se contracte. Alors on imagine bien, et je résume vraiment très très vite là aussi, qu'un muscle, quand on regarde ses propriétés, la force qu'il génère dépend de sa longueur. La force qu'il génère dépend de la vitesse à laquelle il se raccourcit. Ce qui fait que cette relation force-vitesse, au lieu d'être un bête plan, est une fonction qui a cette allure-là. Déjà en soi, c'est compliqué. La force générée dépend de la fréquence et du recrutement en fréquence et en temps. Et c'est non linéaire. Les muscles fatiguent. Donc l'évolution dans le temps de la réponse à une même stimulation varie. Et ça, c'est un problème difficile en robotique. C'est comme si j'avais un robot avec des moteurs dont les performances se dégradent au fur et à mesure que j'utilise le moteur. La force, il ne faut pas l'oublier, c'est une évidence, mais la force générée par un muscle est unidirectionnelle. Autrement dit, il faut deux muscles pour gérer. Évidemment, pas de chance, les deux muscles n'ont rien à voir, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, ce qui ajoute de la non-linéarité. Et puis enfin, d'un patient à l'autre, ça varie beaucoup. Alors j'en arrive à la fin. Finalement, quand on veut faire un système neuroprothétique qui génère du mouvement, on a bien un problème de robotique, sauf que ce problème de robotique, il est multiplié par 10 en termes de complexité. Alors on peut faire des modèles qui vont nous aider à débroussailler le terrain. On obtient des modèles qui sont déjà très compliqués. Et puis le deuxième challenge, c'est qu'à partir d'un plateau technique qui est lui aussi très compliqué, c'est d'arriver à estimer tous les paramètres du modèle, de le faire dans les conditions cliniques, c'est-à-dire avec des normes de sécurité qui sont très difficiles à atteindre. Et un tas de tests sont nécessaires pour identifier tous les paramètres biomécaniques et musculaires des muscles qui sont étudiés. Alors ici, par exemple, tout à l'heure, c'était les paramètres passifs. Ici, ce sont les paramètres actifs du muscle sous stimulation pour finalement être capable de générer un mouvement en boucle ouverte. Alors ici, vous avez la courbe en rouge mesurée, la courbe en bleu simulée par le modèle. Si les deux collent à peu près, on estime qu'on a bien identifié le modèle et qu'on est capable de faire de la synthèse de mouvements en boucle ouverte. Et évidemment, ça marche bien quand tout est bien contrôlé, mais l'avenir, c'est sûr, c'est la boucle fermée. On y travaille. Et en boucle fermée, ce sera les seules équations quasiment. Vous imaginez bien que la question est compliquée, il faut faire de l'automatique un petit peu pointue, et on en est très loin encore d'une application robuste et fiable de la boucle fermée. Il n'y a aucune application aujourd'hui qui fonctionne en boucle fermée sur la stimulation électrique fonctionnelle commerciale. Ça marche en labo, sur des manips très cadrées, sur une journée, et puis après, on n'est pas capable de reproduire la même manip 1000 fois, 2000 fois. Pour conclure, juste pour vous montrer la complexité de mise en œuvre de tout ça, il faut placer les électrodes, il faut bien les placer. Et là où je disais au début que l'éthique est importante, c'est que finalement, qu'est-ce que le patient veut? Est-ce qu'il a envie finalement de retrouver... Alors là, vous voyez une contraction, c'est sur un paraplégique complet. Est-ce que finalement, le patient, comme ici, vous allez le voir, c'est un patient implanté, veut retrouver la marche? Non.
Ça ne l'intéresse pas vraiment. En fauteuil roulant, il va plus vite, c'est plus sûr. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer les fonctions urinaires qui sont très invalidantes et très socialement difficiles à gérer. Pour un tétra, par contre, récupérer la fonction de la main, c'est très important pour l'accès à l'autonomie, etc. Donc il y a une vraie discussion à avoir avec le corps médical et avec les patients pour identifier les besoins et qu'on ne soit pas en train de construire des usines à gaz qui, au final, ne seront pas utilisées ou qui n'apporteront pas vraiment de plus-value. Et alors la dernière diapo que j'ai rajoutée, alors là, juste pour regarder la fin de la diapo, ce qui est frappant de la vidéo, c'est la fatigue. Vous avez vu, il a fait quoi? 5 pas. Et là, déjà, on voit les muscles qui fatiguent. Il fait 2 pas de plus et il sera plus capable de tenir sur ses propres muscles. Et la dernière diapo, j'ai dit « mais ». On a oublié, on ne l'a pas oublié, mais maintenant la question qui se pose, c'est « mais le patient, là-dedans ». C'est-à-dire qu'il a sa conscience, ses fonctions volontaires, et dans toute cette boucle fermée qui est restaurée artificiellement, il manque quelque chose, il n'a aucun retour sensoriel et il n'a aucune action directe. C'est-à-dire que quand nous on le fait se lever, pour lui il flotte, il ne maîtrise rien, il ne contrôle pas l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui contrôle, et il ne sent rien. Il n'a aucune prise sur le système. Et la vraie question, je pense, demain, pour une acceptation large et pour une fonctionnalité vraiment épanouie et complète de ces systèmes, c'est de travailler non plus uniquement sur la boucle fermée telle qu'on la conçoit ici, mais aussi sur l'interface patient. Je cite 2 mots parce que c'est un peu à la mode, mais celui-là surtout. C'est dans le sens sensoriel, quel retour, quelle information consciente on peut donner au patient pour savoir ce qui se passe lorsque la neuroprothèse agit. Et puis dans le sens contrôle volontaire, et je reviens sur le mot volontaire, comment le patient peut intuitivement et volontairement contrôler. On parle beaucoup des BCI. Bon, il y a du pour, il y a du contre, c'est très controversé, mais les Brain-Computer Interface sont peut-être une hypothèse de travail pour voir si le patient peut directement interagir sur les neuroprothèses. Je vous remercie pour votre attention et ouvert aux questions.